présentation. Eh bien, Patrick, et nous t'écoutons. Merci d'être si nombreux ce matin. Je ne sais pas si je dis merci à Ariel et Philippe, parce qu'au début, ce qui est important de situer, c'est cette diapositive. C'est parce que des fois, quand on discute, suivant si on est des aidants professionnels, des aidants familiaux, des médecins en CHU ou dans d'autres structures, on n'a pas forcément les mêmes objectifs dans la volonté d'avoir un objet qui détecte les crises. Donc, je crois qu'il faut vraiment situer ça et se positionner, savoir à quoi ça va nous servir. Est-ce que c'est pour le suivi ou pour alerter les crises graves, c'est-à-dire un risque de SUDEP. Et quand on fait du suivi, pourquoi? Est-ce que c'est pour l'adaptation thérapeutique ou pour essayer de comprendre sur une longue durée le chronotype en fait, de la survenue des crises, puisque vous avez dû l'observer, et puis nous à la TEP, on a l'opportunité de pouvoir les suivre un long moment. On voit que c'est peut-être pas si aléatoire que ça, la survenue de crise au niveau du chronotype chez des patients particuliers. Bon, je suis obligé de faire un petit peu la revue de la littérature. S'il y a des gens qui sont un peu naïfs sur ces données-là et qui ne savent pas par quoi commencer, sans prétention, je vous donnerai 2-3 références qui permettent de se mettre un pied à l'étrier. Donc ça, c'est les points de vue de la Ligue internationale et de la Fédération clinique internationale de neurophysiologie sur les objets connectés avec une actualisation qui a été faite en 2023. Ce qui est important aussi, c'est un article qui commence à être un peu vieux, de 2018, mais qui explique en fait, pour pouvoir lire les articles de tests d'objets, de savoir comment on se situe dans les protocoles avec 4 phases, un peu comme les médicaments. Et ce qui nous importe, nous, c'est vraiment des études en phase 4 qui sont en vie réelle. Donc, être attentif à ça. Et pour revenir à la revue de la littérature, bon, c'est un peu dense. L'intérêt, comme je disais l'autre jour du replay, c'est que vous pourrez regarder tranquillement cette diapositive, mais ils ont évalué, notamment sur les dernières, sur le niveau d'évidence et la force de la recommandation. Le niveau d'évidence, c'est l'évaluation de la validité scientifique en fonction du risque de biais potentiel des études cliniques, ont élevé, modéré, faible. Et la recommandation, c'est déterminé par l'évaluation de la balance entre les effets désirables et indésirables. Pour aller vite alors je me teste à ça, voilà. Aller vite sur la conclusion, ce qui était dit avec la réactualisation de 2023, enfin des études jusqu'à 2023, c'est que ça peut être intéressant dans les crises tonico-cloniques ou les crises secondairement tonico-cloniques, avec des études donc en phase 3 et 4, avec une sensibilité qui peut être correcte et des fausses alarmes relativement faibles. Mais la recommandation, c'est recommander chez les patients non surveillés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnes qui partagent la chambre, et où, lorsque l'alarme peut entraîner une intervention rapide, c'est-à-dire dans les 5 minutes, car jusqu'à présent, le bénéfice d'avoir ces objets connectés pour la prévention de SUDEP reste incertain. Sur les autres types de crises, il n'y a rien qui sort. Mais ça, c'est assez compréhensible quand on reprend ça, mais c'est votre expérience. Quand on voit les différents types de crises avec les durées des crises, on voit, est-ce qu'on sait que les crises généralisées ou secondairement généralisées, en moyenne, c'est entre 1 et 2 minutes. Et vous imaginez la crise typique généralisée tonico-clonique où ça tremble bien, ça dure longtemps, avec possiblement une augmentation de la fréquence cardiaque. Et là, les outils peuvent être intéressants lors du sommeil, où il n'y a pas d'autres bruits de fond qui viendront interfacer cela. Après, on voit que tous les autres types de crises, malheureusement, peut-être que les outils, les algos sont un peu dans leurs limites pour détecter ça. Voilà. Si on est moins de 30 secondes, ça devient compliqué. Donc, cette courte introduction, et là, on va attaquer notre expérience, où j'ai mis un bac à sable, c'est vraiment avec l'équipe large, un médecin, infirmier, les veilleurs de nuit, etc., de la TEP. Où est-ce qu'on en est avec des systèmes où on a, dans une de nos unités, on a des caméras qui surveillent continuellement les chambres et les nuits, la vidéo EG, notre expérience aussi, parce qu'on a une unité de recherche clinique qui nous permet aussi, en travaillant avec des ingénieurs, tout ça, d'avoir aussi une réflexion théorique sur comment fonctionne tout ça. Donc voilà, je vais vous présenter ça avec un focus sur quelque chose.
Je vais commencer par le stimulateur du nerf vague. Ça peut paraître bizarre, mais il ne faut quand même pas oublier que l'autostime a pour but de détecter les crises et donc d'essayer de les arrêter. Et donc, on peut se dire, ben voilà, ça pourrait nous donner, puisqu'on peut récupérer les données de quand, à quelle heure ça a été fait, les autostimes, d'avoir un suivi des crises, peut-être pas parfait, mais qui pourrait être quand même assez fiable. Mais vous avez dû avoir aussi cette expérience, en tout cas nous, c'est ce qu'on est arrivé, où on voyait quand on faisait l'interrogation du système que l'autostime, pour des patients, il nous faisait 85 stimulations par jour. Donc on s'est dit, mais c'est pas possible, il ne fait pas 85 crises par jour. Donc comme on est un petit peu taquin et obsessionnel, enfin surtout moi, je me dis, bon, c'est quand même bizarre. Et donc on s'est un peu penché pour savoir comment ça se fait et comment surtout l'algorithme fonctionne. Alors fonctionne, c'est sur la détection de la variation de la fréquence cardiaque, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous, où on a la main, et peut-être que c'est un peu moins connu, c'est pour paramétrer la détection des battements cardiaques et le seuil de tachycardie. Vous voyez toujours ça, si vous utilisez ces systèmes, on vous dit de faire la sensibilité, on va revenir là-dessus, de 1 à 5, et puis il mettait sur 20% de changement de fréquence cardiaque, mais sans qu'on sache forcément vraiment à quoi ça sert. Je vous recommande, vous allez sur le site, il y a tout le manuel, qu'on ne lit jamais, mais qu'il faut quand même lire quand on se pose des questions, qui est accessible et en français. Sur la détection des battements cardiaques, ça paraît une lapalissade, mais voilà, on enregistre des QRS, et plus le QRS va être ample et fin, plus et vous avez les niveaux en quoi correspondent les niveaux de sensibilité par rapport à l'amplitude du QRS, 1, 2, 3, 4, 5, plus on sera à des petits chiffres de sensibilité, plus si le QRS est ample, on pourra l'attraper et sans être embêté, parce que c'est ça qui nous embête, c'est le bruit de fond et qui vient venir entraîner des fausses stimulations. Je ne vais pas rentrer de plus là-dedans, mais quand on regarde bien le site, etc., en fait, si on veut bien travailler, il faudrait tester avant l'implantation où est-ce que serait la meilleure localisation du générateur par rapport à la sonde de stimulation en cervicale, où il n'y a pas trop de marge de manœuvre pour la positionner, pour essayer d'avoir le QRS le plus large. Je reviens ici, c'est ce que je vous ai dit à l'instant. Et là aussi, ça paraît une lapalissade. Si on raisonne très naïvement sur le cœur, c'est une grosse pile électrique qui génère des champs électriques, et plus les électrodes sont séparées du cœur, plus on aura une onde QRS qui sera ample. Donc, nous, on a vu ça. Et dans le cadre du soin, on a pris tous les patients qui arrivaient chez nous avec une VNS, donc ils étaient déjà implantés. Et donc, on voulait vérifier si les paramétrages étaient optimaux par rapport à ça. Donc on a passé tous nos patients avec le test pour vérifier cette QRS. C'est le protocole de l'Ivanova. Il faut que le patient soit allongé sur le côté gauche et sur le côté droit avec un positionnement des électrodes ECG particulière. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas prendre trop de temps, mais après on regarde sur la dérivation D1. Donc on a fait ce protocole en mesurant l'amplitude du QRS dans cette position et dans cette position, et on fait une moyenne. Et suivant la moyenne, vous voyez, on nous indique un niveau de sensibilité. Et on a aussi noté où était localisé le générateur en divisant la zone pectorale gauche en 4 zones, en faisant la ligne médio-claviculaire et médio-sternale. Bon. Et voilà les résultats qu'on a fait sur les 40 premiers patients. Donc la zone B qui est ici, où on avait le plus de patients, mais c'est ce qu'on observe, 23. Et là, on a tous les points noirs, c'est la distribution de l'amplitude du QRS moyen qu'on a fait suivant la méthode. Et on voit que quand même, la moyenne est à 0, dans cette position 0,87, donc on est très proche de là c'est la ligne 5, 4, 3, et on en a même 3 qui sont en dessous de ce qui peut être détecté par l'algorithme. Et plus on s'éloigne du cervical et qu'on est en zone D, là, on a des QRS qui sont très amples et donc on est moins embêté. Voilà, j'espère que vous me suivez. Donc, on limite ce bruit de fond. Et là, je vous donnais juste par aussi information tous les autostimes journaliers des patients qu'on a passés. Vous voyez, on était à 145 autostimulations par jour, etc. Alors, vous pouvez me dire, c'est pas très grave si on a 145 autostimulations et que dans les 145, il y a des crises et qui stimulent, mais sauf qu'on n'en sait rien. Si c'est vraiment efficace sur les crises. Et là, c'est juste pour vous montrer, à gauche, suivant les positions, c'était le niveau de sensibilité lorsqu'ils sont arrivés. Et les traits bleus,
c'est qu'on a augmenté, enfin, diminué la sensibilité, c'est-à-dire aller vers 1, c'est-à-dire que les QRS qui sont plus amples. En rouge, c'est ce qu'on a baissé et qui était détectable. Et en noir, c'est qu'on a été obligé de baisser, et même dans des zones qui ne sont pas détectables, parce que le QRS était en dessous de 0,4. Et vert, c'est qu'on est resté aux mêmes zones. Donc vous voyez qu'en B, on a fait beaucoup de changements et beaucoup de baisses du niveau, et qu'on arrivait dans des zones, ce que j'ai mis en orange saumon, là, c'est des zones où il y a beaucoup trop de bruit pour que ce soit très fiable. Alors, sur ça, vous dites, mais purée, c'est peut-être la première fois que j'entends ça, en fait, la procédure pour gérer la détection de la fréquence cardiaque et des QRS. Mais là, il y a un article qui est sorti de nos confrères nordiques qui donne un consensus sur la programmation du stimulateur du nerf vague. Ce n'est mentionné nulle part. Donc, on n'est pas les seuls à pas être vigilants là-dessus. Après, l'autre paramètre, c'est la fréquence cardiaque, la variation de la fréquence cardiaque. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a toute une procédure qui est mentionnée dans le guide d'utilisateur qui permet d'essayer de régler de façon optimale le pourcentage et pas faire ça au doigt mouillé, parce que si vous restez sur 20%, ce qui est marqué là, pour les activités physiologiques, ça peut entraîner une stimulation et pas être forcément agréable. Là aussi, ça peut être une lapalissade, mais c'est les retours d'expérience, c'est qu'il y a des patients qui sont mis sur autostime et qui ne font pas de tachycardie aux crises. Donc, quel est l'intérêt d'utiliser l'autostime? Donc, il faut quand même que nos patients aient une variance de la fréquence cardiaque lors des crises. Et là, il vous montre, suivant le pourcentage de l'autostime, plus on est bas, plus la sensibilité, on peut avoir des crises, mais il y a beaucoup de faux positifs. Alors, vous dites, bon, c'est pas très grave, mais c'est quand même pas très agréable pour les patients non plus en termes de confort de vie. Donc, c'est juste être attentif pour vérifier que nos patients ont une variation de la fréquence cardiaque, de vraiment le QRS, de vérifier ça et d'essayer avec nos chirurgiens en pré-implantation, si on peut, d'essayer de détecter où est la position la meilleure. Je vous envoie sur la procédure qui est très bien faite sur le site. Et aussi pour vous rappeler que vous pouvez récupérer, en interrogeant avec vos systèmes de VNS, à quelle heure et quel jour l'autostime a déclenché. Ce qui peut permettre, et là c'est pour introduire Nightwatch, de vérifier si la Nightwatch permet d'identifier les crises, de voir si aux mêmes heures, on a eu une autostime qui s'est déclenchée. Un autre petit truc aussi, peut-être que vous le savez, etc., mais si vous utilisez micromètre, parce que nous c'est ce qu'on connaît, la fréquence cardiaque qui apparaît, quand vous mettez le chiffre, c'est la fréquence moyenne, ce n'est pas la fréquence instantanée. Donc nous, en tout cas, moi je suis à l'ancienne, je prends ma règle ECG et je regarde en faisant 2,5 cm pour une seconde pour calculer instantanément le QRS, et il y a une petite différence par rapport à la fréquence moyenne pour être optimale. Là, c'est juste aussi pour vous rappeler qu'il peut y avoir des troubles respiratoires du sommeil avec la VNS, qui peut entraîner des saturations, des micro-éveils qui peuvent venir aggraver l'épilepsie, donc il faut être vigilant avec ça aussi. Donc voilà, sur un petit focus sur comment essayer d'optimiser l'utilisation du stimulateur du nerf vague et qui nous permettrait, si on est bon dans le paramétrage, d'avoir un suivi de la fréquence des crises. Donc je renvoie ma première diapo, là on est dans le cadre du suivi. La Nightwatch, donc il faut se rappeler que la Nightwatch, c'est un algorithme qui va analyser la fréquence cardiaque, qui va analyser le mouvement, et soit il fait que la fréquence cardiaque, que le mouvement, ou multimodal, et puis il voit avec l'algorithme qu'est-ce qui peut être le plus pertinent pour dire que là il y a une crise ou pas. Ce n'est pas la fréquence cardiaque ou QRS, c'est un peu l'onde systolique qui est détectée, ce qu'ils appellent une photoplétismographie. Donc c'est un petit peu moins fin quand même que l'analyse du QRS. Notre retour d'expérience, c'est que oui, effectivement, ça détecte les crises et vraiment les crises généralisées tonico-cloniques. Là, on a vraiment une variation de la fréquence cardiaque. Vous voyez, c'est une patiente qui, de base, est autour de 50. Et lors de sa crise, en 10 secondes, elle passe à 150 battements par minute. Et puis, quand elle généralise, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements qui sont au-dessus de 15. Mais on voit que pour la même patiente, où il y a quand même une augmentation majeure de la fréquence cardiaque, où ça ne déclenche pas. Donc ça peut être très aléatoire. Ici, sur cette nuit-là, il y a eu pas mal de déclenchés, mais il y en a quand même 3 qui n'ont pas été déclenchés. Et on revient à ma diapositive que je vous avais présentée. Ça dépend de la durée et il faut vraiment que ça bouge pour que ce soit vraiment efficient. Donc c'est là où des fois on peut ne pas se comprendre en suivant l'objectif qu'on a sur l'utilisation de ces outils. Si on dit, ouais, le discours qu'on peut avoir avec les aidants familiaux, ça nous rassure, ça déclenche les crises, etc. Et même si c'est que 8 sur 10, c'est toujours mieux que 0. Oui, ok.
Mais nous, on ne peut pas vous dire, OK, c'est comme l'ont montré les revues de la littérature, pour les SUDEP, il y a 2 sur 10 où ce n'est pas détecté, et on ne peut pas vous dire que c'est vraiment efficace. Donc voilà. Donc nous, du coup, on l'utilise pour le suivi nocturne des crises et voir quand ça détecte. Et là, c'est la même patiente qui, en août 2025, on a fait les changements de traitement, et vous voyez qu'on a des petits picots d'augmentation de la fréquence cardiaque, qui nous montrent qu'il y a toujours des crises, mais qui sont moins intenses. Et comme on l'a su aussi en caméra vidéo, on voit que les crises aussi sont moins intenses. Et là, j'introduis que ce qu'on a vu, nous, en l'utilisant, c'est qu'il peut y avoir ce qu'on appelle un profil Night Watch des crises d'épilepsie. Là, c'est 2 exemples où le système n'a pas déclenché, mais comme on était en vidéo EG ou en vidéo nos chambres, on a vu les crises, et on voit que pour des nuits différentes avec la Night Watch, le profil cardiaque de cette patiente est assez pathognomonique, c'est-à-dire de nuit à une autre, visuellement, en rétrospective, on peut dire là, il y a eu une crise ou pas. Chez des patients qui font des crises nocturnes avec, ils s'en rappellent pas 8 fois sur 10, ça peut être intéressant. Ici, un autre exemple où dans la même nuit, le patient a fait 2 crises qui n'ont pas du tout été détectées. Ça, c'est juste des alarmes de déconnexion. Et vous voyez, sur les 2 crises, là, c'est vraiment l'illustration, c'est vraiment du copier-coller en termes de profil de la fréquence cardiaque. Donc il y a vraiment un profil qui peut être intéressant dans le cadre du suivi de crise nocturne, et surtout pour nous, où on fait des modifications de traitement, et très souvent, c'est un peu la chance qu'on a qu'on peut les garder longtemps, on fait des allègements de traitement avec le risque que les crises focales deviennent secondairement généralisées, et qu'on essaye d'identifier que y a plus de crises qui deviennent plus intenses sans que ça sonne. Donc ça peut être intéressant. Sur l'EMFIT, on l'a essayé il y a quelques années. Les infirmières qui l'utilisaient, au bout de quelques temps, les ont mis au-dessus de l'armoire en disant c'est infernal, ça sonne quand il ne faut pas, etc. On avait des vidéos. Donc du coup, on ne l'utilisait plus. Après un petit clin d'œil à William, mais ce n'est pas juste qu'un clin d'œil, il a refait cette étude-là où on montre quand même des choses que ça peut être intéressant. Donc du coup, on va se remettre à l'utiliser. Et là, ce que je mets aussi, c'est qu'il faut vraiment accompagner. On a eu cette discussion avec M. Vincent, où j'ai été peut-être un peu naïf, on était un peu naïf quand on a utilisé, ce qu'on a formé les infirmiers, les veilleurs de nuit, comme ça un peu rapidement, mais sans vraiment les accompagner avec un référent technique. Et donc il y a peut-être des facteurs environnementaux qui ont fait qu'on n'a peut-être pas utilisé de façon optimale l'EMFIT. Donc on va réessayer dans notre unité pour voir un peu dans quel cas il va pouvoir être performant. Ça, c'est dans le cas d'agenda de crise. On a développé avec nos collègues ingénieurs avec notre dossier patient informatisé, un agenda de crise électronique qui nous permet de voir, les infirmiers rentrent les crises sur un formulaire particulier dans le DPI, qui nous permet d'avoir une courbe sur un outil qui nous permet d'avoir un tableau de bord avec les changements de traitement, qui nous permet de suivre aussi ça avec une description clinique. On s'en fout que ce soit une crise focale motrice, c'est vraiment détaillé qu'est-ce que fait le patient, il secoue la main droite, etc., pour que les équipes puissent, n'importe qui de l'équipe, qui a un langage commun et qu'on puisse déterminer. Là, ça nous permet vraiment de suivre l'évolution, changement de traitement avec les outils connectés, avec la surveillance clinique, etc., d'être assez fiable sur la fréquence des crises durant le séjour chez nous et qui peut vous aider quand vous nous adressez les patients d'estimer la fréquence des crises. Donc ça, voilà, c'est notre retour d'expérience, mais il faut être très vigilant. Le retour des équipes qui l'utilisent, parce que nous disent « ouais, c'est génial, etc. » C'est que du coup, ils disent « ouais, mais docteur, avec vos outils, c'est génial conceptuellement. » Mais dans la pratique quotidienne et surtout dans nos structures médico-sociales, où il y a encore moins de temps infirmier, etc., on dit « mais on ne peut pas passer tous les matins, si on a 10 patients qui ont une Night Watch, qui ne sonnent pas, passer en revue toute la nuit, compter les crises, les remettre sur le tableau, etc. » Donc il faut vraiment... On est dans une conduite du changement, il faut avoir ce retour des équipes qui disent que non, c'est compliqué au quotidien. Donc voilà, revient à la diapositive suivante, c'est pourquoi faire, dans quel milieu on est pour l'utiliser et quelles peuvent être les contraintes, comme je disais, qu'on va dire environnementales. Ça, c'est un article de 2025 qui vient de sortir, qui passe en revue tous les systèmes qui peuvent être actualisés, qui utilisés et testés, qui remettent un peu la même chose que ce qui avait été dit dans l'étude de recommandation. Et là, je l'ai mis ça parce que là, une des conclusions, c'est un peu ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que en fait, il n'y a pas un dispositif universel. Donc, il va y avoir un dispositif intéressant pour un patient donné. Et là, on arrive sur de la médecine personnalisée. Alors, nous, c'est confortable à TEP. Les patients sont longtemps. On a des caméras partout, des plateaux vidéo EG. Donc, on arrive à vraiment voir est-ce que la Night Watch peut être intéressant, est-ce que c'est plutôt l'EMFIT, est-ce que c'est plutôt un autre système. Mais on est maintenant dans ce concept d'outils personnalisés suivant le type de crise et en disant aux familles, aux aidants, on a testé
X tel système, eh ben, il est à 70% efficace, celui-là il est à 50%, maintenant ben, vous faites votre choix par rapport à ça. Un petit mot sur, et c'est vraiment un petit mot parce qu'il ne me reste plus que 2 minutes, ça c'était le côté clinique de notre expérience sur la TEP depuis ces dernières années. Après on a notre versant recherche, où là on est sur un projet de recherche avec les chiens, la détection des crises, en tout cas l'alerte, avec peut-être sûrement d'ailleurs des composés organiques volatiles qui sont sécrétés au moment des crises et peut-être même avant la crise, qui nous permet aux chiens d'alerter. Donc on est en train de vérifier et de confirmer ça dans cette étude qui paraît intéressante et simple sur le papier, mais qui, comme toute étude, est un peu compliquée. Je vous parlais des TechTep, c'est aussi un projet de recherche qu'on a sur un capteur de la fréquence cardiaque, un patch au niveau de l'apex cardiaque qui enregistre vraiment le QRS et le mouvement. Et également, quand les patients font des crises, on essaye d'avoir un casque un peu plus performant et plus design. C'est-à-dire que là, on est encore au modèle plus qu'au concept, on a quand même bien évalué, mais voilà, c'est une sorte d'écharpe qui est autour du cou. Et lorsqu'il y a un algorithme qui voit qu'il y a une chute, il y a des airbags comme de cette façon-là qui s'ouvrent tout autour du visage et surtout au niveau facial, parce que les casques qui sont actuellement là ne protègent pas la face avec possiblement des fractures. Là, on cherche des financeurs pour aller plus loin. Hein, c'est une start-up, donc s'il y a des à bon entendeur. Donc là, on est un petit peu bloqué là-dessus, mais le prototype fonctionne. Et le but de tout ça, avec ces différentes observations au quotidien, on peut aussi les rythmes du sommeil, l'humeur du jour, ou même des patients qui savent, le matin, dire j'ai l'impression que je vais faire une crise aujourd'hui ou pas. On rentre tout ça dans des données, et peut-être qu'à l'avenir, avec l'intelligence artificielle, on va vraiment être dans la personnalisation de la survenue de crise, parce que les patients, ce qui les intéresse, quand on a fait des entretiens, c'était la météo de crise. Savoir aujourd'hui, est-ce que je suis dans un beau soleil avec un risque plutôt dans le vert, où je peux faire une crise, mais qui est très faible, ou là, par rapport à ce qu'on connaît, mon histoire de chronotype des crises, mon humeur, mon sommeil, etc., je suis plutôt dans le rouge, et donc je vais rester plutôt tranquille à la maison, en tout cas pas rester seul. Voilà, j'ai un peu accéléré sur la fin, mais c'était... j'aurais bien aimé avoir 1 heure et vous montrer des vidéos, etc. Mais bon, donc j'espère que j'ai répondu à la commande. Merci Patrick pour ce retour d'expérience. On attend pour une question. Alors, s'il n'y en a pas, et je ne vois pas de main qui se lève, j'en ai une brève. Est-ce que, en pratique, tu recommandes désormais l'utilisation de ces outils aux patients ou aux aidants, en fait? Quand ils te posent la question, tu leur dis... Alors, je leur dis qu'il n'y a pas d'outil fiable, et c'est pourquoi vous voulez cet outil. Voilà. Okay. C'est dire je veux détecter toutes les crises parce que j'ai une peur dingue de la SUDEP, je dis il n'y a aucun système qui détecte toutes les crises. J'ai bien dit toutes les crises. Hein. Ok. Merci. Et je pense qu'il faut bien qu'on se rende compte qu'on est quand même un petit peu un virage dans la prise en charge des patients et qu'il faut qu'on intègre dans notre pratique la connaissance de ces outils qui, dans un avenir très proche, vont faire partie de ce que l'on doit envisager chez nos patients dans la prise en charge. Il faut que les neurologues se mettent vraiment bien à l'utilisation de ces outils. Et nous allons passer à la 3e présentation en écoutant Thomas Chekouri, qui est le local de l'étape, un neurologue, et qui va nous parler des nouvelles perspectives d'imagerie pour explorer en pratique clinique les patients avec épilepsie. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Donc effectivement, moi, je suis épileptologue et neuroradio interventionnel à Montpellier, donc un local. Check. Eh bien. Ok. Alors, donc on va s'intéresser à cette question-là. Comment on pourrait explorer un patient en pratique clinique en 2025 en se basant comme souvent sur un petit cas clinique, un patient que vous connaissez peut-être, hein, je l'ai appelé Monsieur McFly, qui vient vous voir pour on imagine pour le topo de la présentation, il vient vous voir pour des crises toniques du membre supérieur gauche surtout, qui arrivent au sommeil, qui sont assez fréquentes, qui sont très courtes mais qui sont très pharmacorésistantes. Je vous ai montré ici en vidéo G des petites crises très courtes où il a des éveils, c'est très gênant pour lui, et il est pharmacorésistant.
Et donc, il va venir nous voir, il va avoir un EEG vidéo qui est peu contributif, une IRM cérébrale normale, 3 Tesla, et une TEP normale. Et donc, il va nous poser cette question, comment on va faire pour trouver ma lésion en pratique clinique en 2025 ? Juste une très courte rétrospective. On peut imaginer que ce monsieur McFly, il a, si vous le connaissez, cette petite machine qui lui permet de savoir comment on a pu explorer avant une épilepsie en pratique clinique, et ce qui va nous permettre de comprendre comment on en est arrivé là. Bon, très rapidement, s'il remonte un peu trop tôt dans le temps, il va voir qu'à partir des années 30, on lui propose un EEG ou de l'électrocorticographie qui va lui permettre de localiser une lésion et de comprendre d'où viennent ces crises. Mais bon, il se rend compte qu'il n'a pas l'air... c'est quand même un peu invasif pour ce qu'il voudrait savoir. S'il avance un petit peu plus loin, on va lui proposer un autre type de choses avec des injections artériographiques pour repérer son foyer et pour faire des tests de VADA, encore une fois quelque chose de très invasif. Il avance encore un petit peu, on n'a toujours pas d'imagerie. Cette fois-ci, on lui proposera un EEG intracérébral avec la SEEG qui permet encore un peu plus de déterminer un foyer, notamment d'explorer les régions profondes. Mais on n'a pas encore grand-chose. Et puis, la bouffée d'oxygène du neuroradiologue qui arrive avec l'imagerie en coupe. D'abord le scanner qui a une faible sensibilité, seulement 35%, nous on l'utilise toujours en phase aiguë, éliminer une complication, et puis c'est à partir des années 90-2000 que l'IRM, très nombreuses modalités d'imagerie qui vont arriver et qui vont nous servir à détecter les lésions chez le patient. Alors, à quoi ça nous a servi de savoir ce petit voyage, ce très court voyage temporel ? En fait, on s'aperçoit en regardant les comptes rendus de congrès de l'époque ou d'autres papiers très anciens que, bon, d'une part, le taux de mortalité de la chirurgie diminue, mais surtout, il y a un bond dans l'efficacité, la probabilité d'être libre de crise, avec notamment... Ici, là, les 3 essais cliniques randomisés qui ont démontré dans plusieurs populations l'efficacité de la chirurgie de l'épilepsie, et notamment le fait de voir la lésion, de savoir où est la lésion avec une imagerie, ça nous permet de changer complètement le pronostic, avec 75% de chances d'être libre de crise à 10 ans quand on a vu la lésion avant, contre 11% sur une épilepsie non lésionnelle. Donc c'est pour ça que pour ce patient, c'est si important de voir sa lésion. Et donc on va faire... comment on fait une imagerie de l'épilepsie en pratique en 2025 et comment on peut aller plus loin en faisant 3 parties, donc l'imagerie structurelle, vraiment voir la structure qui est malade, l'imagerie métabolique, c'est-à-dire s'intéresser aux modifications induites par les crises ou le réseau épileptogène, et puis l'imagerie fonctionnelle. Alors le fer de lance de l'imagerie structurelle, c'est l'IRM. Vous allez voir, on va beaucoup parler d'IRM dans cette présentation. Normalement, il y a ce protocole qui a été déterminé, mais ce qui est important dans chacun de vos centres, c'est d'avoir un protocole qui comprend du T1 et du T2 3D avec des voxels isométriques, c'est-à-dire qu'ils peuvent être des examens qui peuvent être construits dans les 3 plans de l'espace pour voir en particulier en coronal les séquences PIN-ECHO et parfois pour les séquences injectées pour chercher les anomalies vasculaires. Alors quand on fait ce protocole dans la publication et les recommandations de l'ILAE, qu'est-ce qu'on retrouve comme type de lésion ? Je vais faire un peu cet inventaire des lésions et ça va nous permettre pour chaque type de lésion de voir qu'est-ce qu'on y connaît et comment on peut aller un petit peu plus loin. Alors la lésion qu'on trouve le plus fréquemment, c'est la sclérose hippocampique, vous la connaissez tous bien. C'est celle qu'on connaît le mieux et qu'on arrive le mieux à diagnostiquer. Je vous ai remis, bon voilà, il faut des séquences flares coraux pour rechercher les hypersignaux de l'hippocampe. Il faut faire attention, ils peuvent être assez souvent bilatéraux dans 10% des cas. Et sur des séquences avec des T1 ou des inversions de récupération, vous pouvez voir donc la dédifférenciation entre le gris et le blanc. Ici, vous le voyez bien, l'hippocampe droit, l'hippocampe gauche, qui vous permet de confirmer l'atteinte de l'hippocampe. Il faut faire attention quand vous voyez une sclérose hippocampique, c'est jusqu'à 20%, dans 20% des cas, c'est un foyer secondaire, c'est-à-dire que c'est autre chose et la sclérose hippocampique est secondaire à ça. Alors, la sclérose hippocampique, c'est la plus fréquente, on la connaît bien, je passe rapidement. En deuxième, c'est l'épilepsie tumorale, pareil, c'est pas le sujet de ce topo, c'est des hypersignaux flares avec des prises de contraste que vous allez voir. Et enfin, donc on arrive à la médaille de bronze, la 3e sur le podium, mais qui nous intéresse de plus en plus en pratique clinique. Vous le voyez aussi peut-être dans vos centres, sa place est de plus en plus importante parce qu'on la détecte mieux. C'est la dysplasie corticale focale. Alors c'est cet épaississement cortical que vous voyez ici avec la jonction entre le gris et le blanc qui est flou et ce qu'on appelle le transmental sign avec ce petit filet qui rejoint la substance sous-épendymaire. Et c'est des lésions qui sont assez subtiles. Alors, on va en parler après dans les évolutions futures de l'imagerie, mais comment on peut essayer de mieux diagnostiquer ces lésions ? Je vous ai parlé un petit peu de cet article de 2023,
où on essaye d'utiliser de l'imagerie automatisée avec des algorithmes de machine learning qui apprennent à lire des IRM et qui essayent de détecter ce genre d'anomalies. Alors, en pratique, dans ce papier-là, c'était une augmentation de la sensibilité qui n'était pas énorme. On gagnait à peu près 2 points de sensibilité par rapport à de l'IRM 3 Tesla, et c'était à peu près comparable à ce qu'on gagnait en points par une lecture neuroradiologique experte. Donc, pour le moment, pas encore quelque chose qui a complètement changé la pratique. Alors pour continuer notre tour d'horizon des causes, on a après en 4e du coup les cicatrices gliales, donc ça peut être, vous les connaissez, vasculaires, traumatiques. On a ensuite les malformations vasculaires. Ici, je vous ai mis un cavernome d'un patient qui a une épilepsie focale avec des hallucinations auditives. Et puis, vous arrivez aux causes encore plus rares, donc les malformations du développement cortical, ici avec, par exemple, les polymicrogyries, mais vous avez aussi les anomalies de gyration. La caractéristique, c'est qu'elles sont toujours en isosignal au cortex sur toutes vos séquences. Et puis, vous pouvez utiliser ce type de reconstruction étalée du cortex pour essayer de mieux les voir. Ici, on arrive un petit peu mieux à la discerner comme ça. En tout dernier, je vous ai mis la catégorie autre, ici un petit méningo-encéphalocèle qu'on avait fait opérer à Montpellier, mais il y a plein d'autres choses. Et puis on arrive enfin à ce qui nous intéresse. Donc votre patient a une épilepsie, vous lui avez fait l'IRM 3 Tesla, vous l'avez bien lu, et elle est considérée comme normale. C'est encore jusqu'à 20% de nos patients. C'est la grande inconnue. Donc, est-ce que c'est qu'il n'y a vraiment pas de lésion visible? On peut se dire que dans certaines canalopathies, par exemple, dans certaines encéphalites auto-immunes, il n'y a vraiment pas de lésion sur l'imagerie structurelle. Ou alors, c'est que la lésion n'est pas encore visible avec les techniques qu'on a maintenant. C'est peut-être une des hypothèses pour notre cas clinique, là, Monsieur McFly. Est-ce que d'autres modalités d'imagerie pourraient détecter sa lésion? Alors, on va rentrer un peu dans cette inconnue-là et voir ce qu'il y a. Je vous parle en premier de l'IRM avec des hauts champs. Donc ici, on n'a pas d'expérience clinique à Montpellier, on n'a pas d'IRM 7 Tesla. Je vous ai pris cette publication qui comparait l'IRM 1.5 avec l'IRM 3T et puis l'IRM 1.5 avec l'IRM 7 Tesla. Alors globalement, il y a un énorme bond en passant à la 3 Tesla. Vous gagnez 18 ou 19 points de sensibilité sur les lésions épileptogènes. Après, par contre, en passant de la 1.5 à la 7, vous gagnez 20 points de sensibilité. Donc, c'est-à-dire qu'entre 1,5 et 3, vous gagnez 18-19 points, et entre 1,5 et 7, vous gagnez 22 points. Donc, il n'y a pas une énorme différence entre... On peut imaginer qu'en passant entre 3 et 7, il n'y a pas une énorme différence. L'autre chose qui est intéressante, c'est encore une fois, dans ce type de papier, il faut mettre ça en rapport avec le fait de rajouter une analyse neuroradiologique experte avec des neuroradiologues qui sont habitués. On gagne en sensibilité de façon plus importante que juste augmenter le champ. En particulier quand c'est l'œil neuroradiologique, mais aussi le fait de pouvoir développer des séquences, par exemple des séquences MP2Rage qu'on peut faire sur des imageries à 3 Tesla et qui peuvent nous aider à avoir des dysplasies. Ici, je vous ai mis un exemple tiré de l'article sur une 7 Tesla, et ça, c'était une imagerie qu'on avait faite sur une 3 Tesla. Alors, autre chose, on sort des hauts champs et on va passer à l'analyse des réseaux. Donc, on sait, c'est des travaux initialement de la stéréo-EEG avec les anomalies épileptiformes qui viennent d'une lésion et puis qui vont s'étendre dans des réseaux de propagation. Et on a pu montrer aussi, enfin, le consortium international Enigma avait pu montrer depuis quelques années qu'il n'y avait pas que les anomalies épileptiformes qui se propagent, il y a aussi des anomalies structurelles sur l'IRM, notamment dans la substance blanche et la substance grise, et ce qui est connu depuis de nombreuses années, une atrophie cérébrale. Alors on le connaît bien dans la sclérose hippocampique par exemple, l'hippocampe va s'atrophier, mais ce qui a été démontré, c'est que cette atrophie, elle va plus loin, elle suit aussi les réseaux de propagation et elle va suivre des trajectoires qui semblent assez spécifiques à l'épilepsie. C'est-à-dire que votre atrophie commence peut-être dans l'hippocampe et puis va se propager à d'autres régions du cortex et des noyaux gris centraux. Ce que le consortium Enigma avait montré, notamment donc dans l'épilepsie du lobe temporal, vous avez votre hippocampe puis le cortex, mais par exemple dans les épilepsies généralisées, vous avez des atrophies qui sont bithalamiques et puis bifrontales au niveau des sillons centraux. Alors comment on peut essayer d'intégrer ça en pratique clinique? C'est assez difficile parce que ces données-là, elles viennent de choses sur des milliers de patients. Nous, ce qu'on a essayé de faire à Montpellier, c'était d'utiliser quelque chose que nos collègues du cognitif utilisent. C'est un logiciel qui s'appelle Neurodeg, où vous pouvez mettre votre IRM et qui va vous calculer par rapport à une norme de sujets du même âge une base de données normée, si tel ou tel lobe est atrophié ou pas.
C'est quelque chose qui échappe au diagnostic à l'œil, hein, évidemment. Et donc, on a testé ça sur des patients épileptiques, que ce soit des patients avec des épilepsies focales ou des épilepsies généralisées. Alors, en pratique, pour les épilepsies focales, ça nous aide beaucoup à nous repérer, c'est-à-dire quand le logiciel nous dit le lobe frontal droit est atrophié, par exemple, on peut revoir un petit peu l'IRM et, par exemple, dans le cas de ce patient, trouver une dysplasie corticale focale qu'on n'avait pas vue sinon. Alors de façon intéressante, c'est l'objet d'une publication qui est en cours de revue de notre équipe, c'est surtout dans les épilepsies généralisées que ce type d'analyse avait une plus-value, avec des patients, comme vous imaginez, une épilepsie généralisée qui va faire une IRM, on va vous dire que l'IRM est normale. En fait, en le passant dans cet algorithme, on se rend compte qu'ils avaient plus souvent une atrophie bithalamique et bifrontale symétrique, et, enfin voilà, bilatérale et symétrique. Donc voilà, là on a fait le tour sur l'imagerie structurelle, avec quelques petites nouveautés. On va parler maintenant d'imagerie métabolique, c'est-à-dire les anomalies du métabolisme faites à cause de la crise. Alors, il y a deux catégories, il y a l'imagerie interictale puis l'imagerie ictale. Alors, interictale, il faut que ce soit à plus de 24 heures d'une crise focale ou 48 heures d'une crise généralisée. Et l'examen roi, entre guillemets, c'est le TEP scan qu'on connaît bien. On injecte un traceur et puis il va moins se fixer dans les zones en hypométabolisme. On sait aussi que la zone de départ des crises et puis les réseaux de propagation sont sont métaboliquement moins actifs. Ça nous aide beaucoup pour revoir une IRM, par exemple, un peu comme je vous ai montré avec l'atrophie, pour planifier des trajets d'SEEG. C'est donc une indication basique en phase 1 du bilan préchirurgical. Et pour la suite, ce qui peut arriver après, alors j'ai décidé de vous parler de deux choses. Alors déjà, le développement de nouveaux traceurs avec une publication de l'équipe de la Pitié de l'ICM plutôt, qui développe un traceur positif plutôt que le traceur négatif du TEP-FDG, un traceur qui va se positionner que aux endroits d'hypométabolisme, dont vous voyez quelques petites images ici, là. Et puis, en tant que neuroradiologue monomaniaque, je parle aussi de l'IRM et du rôle de l'ASL, par exemple. Ici, on sait que dans des séries rétrospectives, l'ASL a pu montrer que jusqu'à 74% des cas, on avait une hypo-ASL dans la zone présumée épileptogène. Il y a peu de séries prospectives sur cette thématique-là, donc on a nécessité de beaucoup de choses. Sur l'autre versant, on a ce qui s'appelle l'imagerie ictale, c'est les modifications qui suivent immédiatement la crise. Et là, l'examen roi, c'est encore un examen de médecine nucléaire, avec l'injection un SPECT avec une injection qui se fait dans les 20 secondes d'une crise. C'est un patient qui est en vidéo EEG. Le marqueur va se déposer à l'endroit qui est hyperperfusé au moment de la crise, et puis on va pouvoir faire quelques heures plus tard une scintigraphie et voir où s'est déposé le marqueur. En pratique, dans les centres où je suis passé, c'était un peu difficile à mettre en œuvre. Il y a des centres, je sais, qui le font vraiment bien en pratique. Parfois, c'est difficile. Moi, j'essaye de voir où est-ce qu'on pourrait aller également, et on va de nouveau parler de l'IRM. Et est-ce que l'IRM pourrait nous aider dans cette thématique-là? Alors, on parle de l'imagerie de l'état de mal, mais on est parti de ce constat, on sait tous, on va en parler un peu plus cet après-midi, mais que dans l'état de mal, on a des modifications en diffusion, en perfusion, qui suivent les minutes après la crise ou qui perdurent pendant tout l'état de mal. L'IRM, elle nous est aussi utile pour éliminer les différentiels, pour parler du pronostic, par exemple, avec l'atrophie qui est fortement corrélée à un handicap et à un risque de décès à long terme. Mais par contre, nous, on s'est posé la question de l'imagerie, l'IRM ictale, c'est-à-dire jusqu'à quand vont durer ces modifications après une crise si elle n'est pas prolongée. Alors, il y a quelques études prospectives qui se sont posées cette question et qui ont mis en place de l'IRM qu'on appelle en phase aiguë, c'est-à-dire votre patient est en vidéo EEG, il fait une crise, vous essayez de lui faire une IRM le plus rapidement après sa crise et voir si vous avez des modifications. Alors, je vous ai mis en bas les différentes équipes qui se sont intéressées à ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont chacune eu une médiane de temps un peu différente en fonction de leur accès à l'IRM. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une heure un peu, la golden hour ici, là où juste après la crise, dans l'heure qui suit une crise, on va avoir des modifications avec une hyperperfusion ASL qui va assez rapidement s'éteindre, mais qui est corrélée à la durée de votre crise et à son intensité. Et vous allez avoir aussi un hypersignal diffusion qui peut s'afficher. Et plus vous vous éloignez de la crise, plus ces modifications risquent de ne pas être visibles. Alors nous, ce qu'on a essayé de faire à Montpellier, c'est justement de faire des IRM ictales exacts. Donc on a enregistré ce monsieur pour l'enregistrement de crise et on lui a fait une IRM 17 minutes après une crise. On était déjà prévenu qu'il pouvait criser et puis l'IRM était prête, quoi. On l'a fait passer comme un protocole d'AVC. Et donc à 17 minutes, on a ce petit œdème qui apparaît ici et puis ce qui nous a permis un peu de bien détecter cette dysplasie finalement qui était
précentrale droite. Alors, hurrah, se dit notre patient, on sait enfin où est ma lésion, mais il n'en empêche pas moins que c'est dans une zone qui est hautement fonctionnelle, et ça me permet de faire ma troisième partie donc, sur l'imagerie fonctionnelle. Donc l'idée, c'est de savoir si telle ou telle zone que vous voyez sur votre imagerie apporte une fonction particulière qui peut être dangereuse si on l'opère chez ce patient. Donc le test historique, c'est le test de VADA, et puis ensuite l'IRM fonctionnel a été développé ensuite. Vous faites une IRM et puis vous enregistrez les modifications du signal BOLD en rapport avec le couplage neurovasculaire quand votre patient fait une tâche de langage, où on essaye aussi de le développer pour de la mémoire, et vous regardez les zones qui s'allument. Ça vous permet de savoir quelles zones sont présumées importantes ou pas pour le langage. Ça n'a que 80% de concordance avec un test de VADA. Le test de VADA, c'est quelque chose de neuroradiologie interventionnelle, c'est un peu plus barbare, où on va injecter un produit anesthésiant dans la carotide, et puis vous allez regarder votre patient être hémiplégique et aphasique, ou être seulement hémiplégique, et vous dire bon, bah, son langage est à droite ou à gauche. Alors c'est quelque chose qui est de moins en moins utilisé parce qu'on peut l'imaginer, c'est assez dangereux. Nous, ce qu'on a essayé de faire à Montpellier, c'est d'aller un petit peu plus dans la précision, et maintenant qu'on sait naviguer dans les artères cérébrales, et en particulier les micro-artères, essayer de faire du test de VADA super sélectif, c'est-à-dire n'endormir que certaines parties du cerveau, en particulier celles qui vont être cibles de la chirurgie, comme on a vu dans ces publications. Alors comment ça se présente? Globalement, ça se fait en salle de neuroradio interventionnelle, et puis vous le voyez ici sur cette petite vidéo un peu adaptée. Donc un patient qui a une malformation artério-veineuse qui est responsable d'une épilepsie, une malformation artério-veineuse temporo-occipitale droite, vous pouvez aller injecter donc, par un microcathéter sélectivement les petites branches qui font le tour de cette malformation, et voir à quel moment le patient a ou pas un déficit, pour savoir si dans quelle zone vous pouvez aller emboliser ou opérer de façon certaine. Ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez avoir vraiment, contrairement à l'IRM fonctionnel, votre patient, il a vraiment une expérience subjective de ce qui est en train de lui arriver, et il peut avoir une expérience de quel va être le coût de la chirurgie si jamais on doit m'opérer. Ici, par exemple, vous voyez chez cette dame, on a toute une batterie de tests. Cette patiente, elle avait présenté une prosopagnosie dans la branche juste avant. Je lui montrais la tête du président. Elle m'a dit oh, lui, je sais pas, c'est un bricoleur ou un truc comme ça. Et puis, juste en injectant la branche d'après, il dit oui, c'est le président, c'est Macron. On voit sa tête là. Voilà. Donc, pour ceux qui l'ont remarqué, on fait ce type d'examen, on en profite pour faire autre chose. Déjà, on fait une artériographie en 3D, ce qui nous permet de planifier notre SEEG. Il y avait une publication récente de l'équipe de Milan qui avait montré que faire notre planification de SEEG sur une artériographie plutôt que sur un angioscanner ou sur une angio-IRM, ça diminuait significativement le risque de saigner ou d'avoir un trajet de collision avec un vaisseau dans votre implantation de SEEG. Et puis surtout, nous, on en profite pour implanter ce qu'on a développé à Montpellier, donc une électrode endovasculaire. Donc c'est une électrode très, semblable à celle qui est utilisée pour la SEEG, qu'on introduit dans le microcathéter, et puis qui va être utilisée en intracérébral direct pour enregistrer le signal cérébral. Alors on fait un enregistrement qui va durer quelques heures en général chez les patients. On appelle ça une phase 1.5, c'est entre la phase 1 et, pour préciser un petit peu mieux ce qu'on va faire dans la SEEG, ou la phase 2. Et ça vous permet d'avoir en direct un tracé qui ressemble à ça. Ici, par exemple, vous avez votre 10-20, et en bas, les 5 dernières lignes, c'est le G intracérébral occipital, par exemple. Ici, vous avez les lignes du bas qui correspondent aux lignes de G intracérébral à côté de la dysplasie, avec des rythmes très rapides. Et là, par exemple, l'enregistrement d'une crise. Alors, le principal atout pour le patient, c'est que c'est vraiment mini-invasif. Comparativement, c'est beaucoup moins précis qu'une SEEG, c'est mini-invasif. Ici, vous voyez un patient qui vient d'avoir un EEG intracérébral avec une petite cicatrice. Ici, vous la voyez, elle est ici. Et donc, le patient peut rentrer chez lui le lendemain. Donc voilà, c'était un petit tour d'horizon des différentes modalités d'imagerie qu'on peut avoir maintenant en 2025. L'idée, c'est de s'acharner à trouver une lésion et à la caractériser le mieux possible. La multimodalité, c'est la clé, et surtout la pluridisciplinarité en collaboration avec nos collègues chirurgiens et épileptologues, c'est très important également. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette présentation qui fait le tour un peu des nouvelles techniques. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, ou est-ce que personne ne s'est remis de la soirée d'hier encore?
Alors, j'en profite moi, pour poser une question en attendant que d'autres arrivent. J'ai pas non plus la pratique de l'IRM 7 Tesla dans l'Hauts de France, en tout cas pas encore, ça va venir. J'étais un peu surpris effectivement des chiffres que vous énonciez. Est-ce qu'en fait, si on n'est pas au tout début et qu'on apprend encore à manier l'IRM 7 Tesla et qu'avec les développements justement d'algorithmes d'aide à l'interprétation, on ne va pas gagner un peu plus en sensibilité que ces quelques pourcents par rapport à la 3T, non? Ouais, c'est possible qu'on ait encore besoin que le développement de nouvelles séquences après, dans le futur, puisse aider également. Mais là, pour le moment, les séquences qui sont développées sur la 7 Tesla, elles peuvent être assez semblables à celles qu'on a sur la 3T. Et donc, c'est pour ça, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on n'a pas le bond de sensibilité encore entre deux. Mais voilà. Je refais un tour. Il y a une question, je vois ici. Une question. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Vous n'en avez pas parlé parce que c'est encore surtout un domaine de recherche, mais à votre avis, quelle est la place des séquences quantitatives d'imagerie, justement d'IRM dans la détection de ce genre de lésions qu'on utilise notamment dans la CEP, dans le Parkinson? Alors, sur les séquences quantitatives, nous, on a utilisé surtout les quantifications d'atrophie et d'atrophie de réseau. Donc, ce qui nous avait permis là ça nous aide beaucoup, nous, pour nous repérer. Ça sert un peu comme un TEP, quoi. C'est-à-dire, on voit qu'il y a quantitativement moins de substances blanches ou moins de substances grises à tel endroit, et ça nous permet de nous repositionner. Et sinon, après, vous voulez dire pour le suivi, c'est ça, ou des... Non, vraiment les séquences IRM quantitatives avec les R1, etc. Pour l'instant, l'utilisation qu'on en fait, c'est surtout ça. Elle nous aide à repérer des zones qui sont quantitativement altérées et à revoir notre diagnostic. Ok. Je vois qu'on a une question. Merci. Merci. Alors, j'ai quand même une petite précision. Je vais rendre à César ce qui appartient à César. Les travaux sur le DPA n'ont pas été faits à l'ICM, mais au SHFJ à Orsay. Pardon, oui, merci. Alors, on va continuer. Excusez-moi, je voulais juste répondre, parce que en fait, je voulais juste répondre sur l'imagerie quantitative. Le QSM, on a regardé, mais pour l'instant, ça ne donne rien. Voilà. Merci bien. Donc, on continue cette session en appelant Gaëtan Poulaine, que j'ai donc rencontré hier, neurochirurgien à Montpellier, qui va nous parler des stimulations cérébrales profondes en 2025, j'imagine, à Montpellier. Merci Gaëtan. Merci à vous pour l'introduction. Merci Ariel et Philippe pour l'invitation, pour me permettre de parler de chirurgie dans ce très beau congrès d'épileptologie. Donc, je vais parler principalement de stimulation cérébrale dans l'épilepsie, rapidement ce qui se fait un peu en 2025 et ce que nous on fait à Montpellier. Donc, il faut savoir que la stimulation cérébrale profonde, évidemment, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça date de la fin des années 90, avec notamment ici à Montpellier l'essor de la stimulation cérébrale dans la dystonie de l'enfant, grâce à Philippe Koub. Et c'est à la même période que ça a été développé dans le Parkinson. Et on voit une évolution exponentielle de l'intérêt sur la stimulation cérébrale profonde, avec beaucoup de publications à partir de ce moment-là. Mais aussi dans l'épilepsie, on voit qu'il y a une augmentation progressive de l'intérêt sur la stimulation cérébrale profonde dans l'épilepsie. Avec un des papiers que vous connaissez probablement, qui était l'étude santé, la fameuse étude multicentrique en double aveugle randomisée, qui ciblait le noyau antérieur du thalamus dans des épilepsies réfractaires pharmacorésistantes. Une grosse population de 110 patients, avec 54% de patients répondeurs à 2 ans. Donc des résultats qui étaient encourageants. Il faut savoir à l'heure actuelle qu'il y a aussi une étude multicentrique française qui a été pilotée par Grenoble, dont les inclusions sont terminées, et là la publication est en cours. Sur le long terme, cette étude santé a montré aussi 75% de réduction de fréquence des crises à 7 ans, donc avec des effets secondaires faibles, donc vraiment très encourageant cette stimulation thalamique antérieure. C'est donc une cible efficace que je vous ai représentée ici sur des IRM en T1, donc c'est représenté ici en rouge. Donc c'est vraiment une structure qui est sous-épandymère, sous les ventricules. On en reparlera tout à l'heure concernant l'accès à cette structure d'un point de vue chirurgical pour y mettre les électrodes.
Ça, c'est pour le noyau antérieur du thalamus. Est-ce qu'il y a d'autres cibles dans la littérature? Oui. Je ne vais pas vous faire une revue exhaustive de tout ce qui a été publié sur la stimulation cérébrale dans d'autres cibles, mais il y a cette méta-analyse intéressante qui regroupe une quarantaine d'articles, principalement sur le noyau antérieur, mais aussi sur le noyau centromédian et même sur l'hippocampe. Les résultats qui en sortent, c'est que la stimulation thalamique antérieure semble efficace sur les crises focales et focales secondairement généralisées, et le centromédian semble efficace sur les épilepsies généralisées. Une étude aussi en pédiatrie qui confirme une efficacité relative, on va dire, de la stimulation du centromédian avec 10 patients répondeurs sur 22, mais une réduction de la sévérité des crises. Est-ce qu'il y a encore d'autres cibles que celle-là? Oui, il y a des études actuellement sur le pulvinar, sur la zone sous-thalamique, etc. Donc pas mal d'intérêt sur la stimulation cérébrale dans l'épilepsie à l'heure actuelle. Maintenant, après ces quelques mots d'introduction, je vais vous parler de notre expérience locale à Montpellier. Nous, la cible que l'on utilise, c'est le noyau antérieur du thalamus. Les indications dans lesquelles on utilise cette cible, c'est évidemment pour les épilepsies graves, pharmacorésistantes, focales ou focales secondairement généralisées, qu'ils aient eu ou non une VNS au préalable. Et évidemment, ces indications sont validées en RCP médico-chirurgical avec les épileptologues locaux qui ont une grande expérience. La question importante est quand même aussi sur la technique chirurgicale et sur la trajectoire pour accéder au noyau antérieur du thalamus, puisque ça va être un des facteurs clés de la réussite et du résultat clinique chez ces patients. En effet, comme je vous l'ai dit, le noyau il est sous-épandymère, donc il est sous les ventricules latéraux et il a un axe qui est assez vertical. Donc la question qui se pose et qui s'est posée dans la littérature, c'est faut-il faire une trajectoire à travers le ventricule, donc passer la canule et l'électrode à travers le ventricule avec potentiellement des risques de saignement, mais c'est ce qui permet de vraiment bien enfiler la cible avec l'électrode et de bien la traverser et d'avoir un taux de positionnement des électrodes au sein de la cible qui est meilleur, ou une trajectoire extraventriculaire mais avec un risque de mal positionnement d'électrode et donc de résultats cliniques qui peut être décevant. La technique donc, que l'on utilise à Montpellier, c'est une technique stéréotaxique standard, c'est la même que l'on utilise pour les autres indications de stimulation cérébrale profonde, comme le Parkinson ou la dystonie, avec une technique en visée directe sur IRM, T1 et T2. La différence par rapport aux autres causes, aux autres maladies qu'on va traiter par stimulation cérébrale profonde, à cause de cette trajectoire à travers les ventricules latéraux, on utilise un micro-endoscope que l'on voit ici, que l'on va insérer au sein de la canule, qui va nous permettre de vérifier, je vous montrerai une image après, les structures vasculaires qu'il peut y avoir au sein du ventricule et qui peuvent être gênantes et qui nous permettent d'éviter les risques de saignement. Je rappelle que dans l'étude de santé, les taux d'hémorragie rapportés étaient aux alentours de 5%, même si ça n'entraînait pas des symptômes neurologiques très importants. Voici donc le logiciel avec lequel on fait la visée. Donc le noyau thalamique antérieur, il est ici. Vous avez la cible qui est représentée ici dans les différents plans et avec la trajectoire qui va donc traverser les ventricules latéraux. L'intérêt de cet endoscope, je vous ai mis ici une image péropératoire de l'endoscopie. Cette image est particulièrement intéressante puisque au milieu, le trou que vous voyez, c'était le trou de l'électrode, puisqu'en fait, c'est un patient qui avait la stimulation cérébrale profonde qu'on avait opéré, qui avait un très bon résultat, mais suite à une chute avec un traumatisme crânien, il s'est fracturé l'électrode, donc perte de l'effet, donc il a fallu remplacer l'électrode. Donc c'est la vue endoscopique de la deuxième chirurgie, ce qui est assez intéressant, puisque après le retrait de l'électrode, on voit bien le trou qui est fait par l'électrode au sein du ventricule, et on voit aussi l'environnement autour qui est assez riche, on va dire, avec ici le plexus choroïde, ici les veines thalamostriées et veines septales antérieures. Donc ces structures, effectivement, on peut les voir sur l'IRM stéréotaxique, donc on peut les éviter, mais comme vous voyez ici, il y a aussi d'autres structures vasculaires, des veines de plus petite taille, qu'il est plutôt bon d'éviter si cela est possible. De plus, même si on voit bien ces structures à l'IRM, ces grosses veines, que ce soit la thalamostriée ou la veine septale antérieure ou le plexus choroïde, il faut voir que si l'on opère un côté, on peut avoir une perte de LCR, donc un petit brain shift, et quand on va passer de l'autre côté, on peut avoir un petit décalage, et même s'il est de 1 ou 2 mm, on peut se retrouver rapidement dans les structures avoisinantes.
Donc, qu'est-ce que ça nous a permis, cette endoscopie? Lorsque on voyait que notre trajectoire nous faisait arriver sur des petites veines, donc pas sur les grosses, on ne les a pas coagulées celles-là, mais quand on arrivait sur les petites, on pouvait faire de la coagulation monopolaire, comme on fait classiquement dans les ventriculo-cysternostomies, et parfois des légères déviations de trajectoire. On n'a pas eu à recalculer complètement une nouvelle trajectoire et une nouvelle cible, mais si on voyait que c'était dangereux, ça aurait pu être une éventualité pour éviter, bien entendu, la traversée des structures dangereuses. Voici donc là les IRM avec ici donc le T1 préopératoire, là le noyau antérieur qui est représenté ici, et sur les différentes coupes, donc le positionnement de l'électrode en post-opératoire, puisqu'on fait une IRM pendant la chirurgie, en fait, juste après avoir mis les électrodes sous anesthésie générale, avant de mettre l'extension et le stimulateur pour vérifier le bon positionnement des électrodes. Donc les résultats à l'heure actuelle sont des résultats préliminaires. On est toujours en train d'étudier les données. Donc on a 26 patients, donc tous qui présentaient une épilepsie grave pharmacorésistante, pour la grande majorité des épilepsies focales, donc soit focale étendue, non accessible à un traitement chirurgical, ou multifocale ou focale bilatérale. 4 patients avaient eu en amont un stimulateur du nerf vague avec échec. L'âge médian de chirurgie était de 41 ans, plus de femmes que d'hommes et un suivi moyen sur 56 mois. Le taux de répondeur que l'on a dans cette série, donc c'est-à-dire au moins une réduction des crises, de la fréquence des crises de 50%, on a un taux de répondeur, en tout cas un an, de 75%, donc 18 patients sur 24. On en a perdu 2 par rapport à la diapositive précédente, c'est parce qu'il y en a 2 qui sont trop récents, donc on n'a pas encore un an de follow-up. Et à 5 ans, on avait 7 patients sur 8 qui sont répondeurs. Et les patients les plus longs sont à 8-10 ans maintenant de suivi. Et ce que l'on voit sur nos patients, en tout cas, c'est que s'ils sont répondeurs au début ou dans les premières années, pour l'instant, on n'a pas d'épuisement de l'effet dans le suivi, ce qui est plutôt positif, mais ça concerne pour l'instant un faible nombre de patients. Concernant les non-répondeurs, on en a donc 6, avec 3 cas un peu particuliers. Un qui a des problèmes d'adhésion à la recharge de son stimulateur, puisque maintenant on met des stimulateurs rechargeables, ce qui implique que le patient doit les recharger. Ce qui n'était pas le cas, puisque ce patient, à chaque fois que je le voyais, il était en off, puisqu'il ne rechargeait pas son stimulateur. Donc probablement qu'on aurait dû le mettre d'emblée en stimulation non rechargeable, mais en tout cas donc, qui rentre dans les non-répondeurs, puisqu'il n'y a pas d'effet pour l'instant. L'éducation thérapeutique commence à être efficace et il commence à se recharger. Donc j'espère que dans les années à venir, il rentrera dans la case des répondeurs. Et on a aussi ce que j'ai appelé 2 faux non-répondeurs, c'est-à-dire que la fréquence des crises est restée la même, mais avec une diminution de la durée des crises, de leur intensité, et aussi une meilleure récupération après les crises. Et donc des patients qui disent être moins fatigués, qui peuvent faire plus d'activités, donc avec une meilleure insertion sociale. Donc ils rentrent dans les non-répondeurs, mais au final, ce sont des patients qui sont plutôt satisfaits de l'effet de la chirurgie. Et les 3 autres, c'est des 3 vrais non-répondeurs avec des taux de réponse à 20-30%. Concernant le pourcentage de diminution des crises, je vous ai mis les chiffres, ils sont importants, que ce soit pour les crises focales ou pour les crises généralisées, mais avec toujours cette difficulté d'apprécier avec exactitude le nombre de crises. Il y a les crises qui passent inaperçues, les patients qui ne se rendent pas compte, les aidants qui ne sont pas toujours là. Donc ces chiffres sont positifs, mais peut-être plus difficiles à évaluer. Concernant les paramètres de stimulation que l'on utilise chez ces patients, donc on utilise de la haute fréquence à 130 Hz, une largeur d'impulsion classique chez nous de 450 microsecondes, et des courants assez importants, les courants moyens dans cette série de 2,6 mA, et on utilise une stimulation double ou triple monopolaire. Nous, on utilise un courant qui est continu. Beaucoup de publications montrent une stimulation cyclique. Nous, au vu de l'expérience du site sur la stimulation cérébrale profonde dans les mouvements anormaux, dans les comportements anormaux, on a décidé de faire du courant continu. Il faut savoir que certains patients chez qui on a remplacé les stimulateurs, puisqu'on avait mis des non rechargeables qui n'ont pas duré longtemps et qu'on est passé en rechargeable, lorsqu'on a remis l'ensemble des paramètres, on a cliqué sur notre tablette, là il demande la maladie, et quand on clique sur épilepsie, ça bascule automatiquement en cyclique. Même si vous avez tout mis le reste, ça le rebascule en cyclique. Donc il y a 3 patients qui sont basculés en stimulation cyclique sans qu'on s'en soit rendu compte, sauf qu'on s'en est rendu compte à la consultation suivante où ils nous ont dit qu'ils faisaient plus de crises.
Donc bon, ça ne veut pas dire que la stimulation continue est plus efficace que la stimulation cyclique, mais en tout cas, avec les paramètres que l'on utilise, c'est probablement le cas, mais peut-être qu'avec des courants différents ou des configurations différentes, la stimulation cyclique serait tout aussi efficace. Et ça ne concerne que 3 patients, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Et ce qui est également intéressant à l'heure actuelle avec les nouvelles électrodes, c'est les possibilités de sensing et donc d'enregistrement qu'on peut faire sur les électrodes et donc enregistrer les potentiels de champs locaux avec, j'en discuterai à la fin, sur les pics qu'on peut avoir sur les plots de nos électrodes. On peut avoir des pics de bêta, des pics en alpha qui sont assez intéressants pour essayer après d'arriver sur une stimulation adaptative et ce qui peut nous aider pour choisir les plots comme on le fait actuellement en routine dans le Parkinson, mais c'est le tout début dans l'épilepsie. Les complications que l'on a eues, on a eu une complication infectieuse qui a nécessité d'enlever tout le matériel, alors que c'était très efficace. On n'a pas eu de complications hémorragiques, et donc on a eu une dysfonction de matériel avec la fracture d'électrode que je vous ai montré tout à l'heure. En termes de complications, il y a cette histoire de troubles mnésiques avec 4 patients qui rapportent des troubles mnésiques. La question, c'est sont-ils induits par la stimulation ? Question à laquelle on a du mal à répondre avec notre neuropsychologue qui fait les tests avant la chirurgie et au fur et à mesure du suivi, puisque lorsque l'on regarde les tests objectifs faits par la neuropsychologue, l'ensemble des performances, on va dire, mnésiques, sont au moins équivalentes après la chirurgie qu'avant, et voire même chez une des patientes qui disait avoir de gros troubles mnésiques, les résultats objectifs étaient meilleurs. Donc, la question est, est-ce qu'on induit des troubles mnésiques par la stimulation, ce qui serait possible au vu de la localisation sur le réseau, ou est-ce que le fait de diminuer les crises d'épilepsie chez ces patients, ils sont plus alertes et se rendent plus compte qu'ils ont des déficits dont ils ne se rendaient pas compte avant car ils faisaient trop de crises. À l'heure actuelle, j'ai pas la réponse. Mais devant l'hypothèse de cette induction de troubles mnésiques par la stimulation, chez ces patients, j'ai baissé les paramètres de stimulation, baissé le courant pour voir si ça améliorait les troubles mnésiques. Ça a juste augmenté les crises, donc je suis revenu sur les paramètres efficaces. Et un épisode dépressif modéré qui avait été également rapporté. Donc en conclusion, pour l'utilisation du noyau thalamique, donc on avait publié déjà les résultats préliminaires et la technique pour les 10 premiers patients. Là, on va publier l'ensemble de la série. Ça paraît efficace, ça paraît sûr et l'efficacité paraît persistante au cours du suivi. Un cas particulier qui concerne les Lennox-Gastaut, puisqu'on a opéré 3 patients avec des Lennox-Gastaut, avec de très bons résultats, avec un patient libre de crise à partir de 3 ans post-opératoire et jusqu'au last follow-up qui était à 8 ans. Et pour les 2 autres patients, on avait une diminution de plus de 75% de la fréquence des crises à 18 et 24 mois respectivement, ce qui a permis du coup une meilleure interaction sociale et une meilleure récupération chez ces patients. Donc cette cible pourrait être intéressante aussi dans les Lennox. En termes de perspective, il y a ces enregistrements de potentiel de champs locaux qui peuvent vraiment nous aider parce que ça nous permettrait de rechercher un marqueur électrophysiologique. Ça part de l'expérience que l'on a dans le Parkinson, où on sait que dans le Parkinson, où on implante les électrodes dans le noyau sous-thalamique, il y a un pic en bêta, et quand il y a ce pic en bêta, les patients ont un freezing, etc. Et si on arrive à baisser ce pic de bêta, ils ont une amélioration clinique, et ça permet aussi d'évaluer la localisation des électrodes. Si on a le pic en bêta, on est content, on sait que c'est sur ces plots-là qu'il faut stimuler. Donc dans le Parkinson, ça marche bien pour la stimulation adaptative. Là, dans l'épilepsie, on est encore au début pour essayer de voir vraiment quel marqueur électrophysiologique sur ces LFP pourrait être efficace. Il y a un papier qui montrait que dans les électrodes au sein du noyau thalamique antérieur, ils voyaient des pics en alpha et en bêta, et après, avec la stimulation, il y avait une diminution de ces pics en bêta. D'autres papiers montraient des pics en gamma, etc. Donc c'est encore le début de notre expérience sur quelques patients. Ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'il y avait des pics en bêta, effectivement, sur les plots qui étaient bien centrés dans le noyau thalamique antérieur. Et sur les derniers patients, quelques mois après la chirurgie, lorsque c'était efficace, on ne retrouvait plus ces pics en bêta lors des enregistrements.
Il faut savoir que dans l'unité, 3 à 6 mois après la chirurgie d'implantation, on prend les patients en enregistrement EEG prolongé et en même temps on fait des enregistrements prolongés sur les électrodes de stimulation cérébrale profonde et on fait dans différentes conditions, stimulation on, stimulation off, et on est en train d'interpréter ces données puisque ça fait une quantité de données très importante. Et donc, à terme, ce qui pourrait être intéressant, c'est la fameuse stimulation en closed loop, comme ça se fait dans le Parkinson aussi. Dans le Parkinson, si ça détecte un pic en bêta dans le noyau sous-thalamique, à ce moment-là, ça va déclencher la stimulation ou ça va augmenter la stimulation par rapport à ce qu'elle est. Donc, est-ce que ça pourrait être le cas dans l'épilepsie si on trouve un marqueur électrophysiologique avec un pic dans telle ou telle bande de fréquence et qu'à partir de là, on déclenche la stimulation pour éviter la crise ou pour éviter la diffusion de la crise, ça pourrait être intéressant. Donc, pour finir, la stimulation cérébrale profonde, donc, je pense que voilà, dans l'épilepsie réfractaire, maintenant, ça fait vraiment partie de l'arsenal thérapeutique, avec plusieurs cibles qui sont décrites. Nous, on a plus l'expérience du noyau thalamique antérieur, mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas efficaces. Et dans le futur, c'est vraiment l'intérêt de ces nouvelles techniques de sensing qui pourra nous aider pour la programmation et pour vraiment une stimulation adaptative aux patients. Donc merci bien sûr à toute l'équipe de neurochirurgie, l'équipe médico-chirurgicale de l'épilepsie avec Ariel et Philippe et l'équipe de neuroradio qui est aussi très impliquée dans l'épilepsie. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Y a-t-il des questions dans la salle? Puis-je poser une question naïve? Y a-t-il une expérience sur des stimulations unilatérales dans des épilepsies focales où on pourrait avoir des arguments sur un... Alors, ce n'est pas une expérience directe, on va dire que c'est une expérience indirecte, parce que dans cette population, il y a une patiente qui avait une sclérose de l'hippocampe, mais qui refusait à tout prix de se faire opérer. Elle ne voulait pas de résection, impossible d'avoir une chirurgie résective. Donc, on a fini par se dire qu'on allait la mettre en stimulation thalamique antérieure. On l'a fait en bilatéral, bonne efficacité, réduction des crises, mais elle fait partie des 4 qui avaient des troubles de la mémoire. Donc, je me suis dit, vu que la lésion est unilatérale, je vais éteindre d'un côté, puisque c'est peut-être ça qui majore les troubles de la mémoire, et la stimulation va suffire d'un côté, et pas du tout à la rappeler au bout de 2 semaines pour dire que les crises étaient revenues, que ça n'allait pas du tout. Bon, c'est n égale 1 sur une patiente avec une sclérose hippocampique, mais effectivement, on s'est posé la question, et j'ai fait un peu le test pour voir, mais ça n'a pas fonctionné. Mais c'est n égale 1, donc ça vaut ce que ça vaut. Merci. Des questions? Pas de questions? Je peux en poser une alors? Ah, je t'autorise. Ouais, pour les paramètres de stimulation, est-ce qu'il y a des arguments théoriques ou expérimentaux que vous utilisez qui pourraient moduler ces paramètres et espérer une meilleure efficacité ou... Les paramètres qu'on utilise sont des paramètres assez classiques. Nous, on a pris ceux qu'on utilisait voilà, dans les mouvements anormaux, etc. Et par rapport à ce qui est publié, on est à peu près sur les mêmes choses, à part le continu ou cyclique, mais sinon, on est à peu près sur la même chose. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, on peut maintenant moduler, je n'ai pas pu en parler parce que je n'avais pas le temps, mais le volume de tissu activé. Maintenant, avec les nouveaux logiciels qu'on a, on peut vraiment voir le volume activé et voir dans la cible à quel point on couvre la cible avec ce volume, et on peut adapter les paramètres pour que ce volume soit idéal. Et ce qu'on a tendance à voir aussi, c'est quand même qu'on a plus d'efficacité sur les plots les plus bas qui sont proches de l'émergence du faisceau mamilothalamique, et que c'est probablement par là qu'est médié l'effet. Et donc à l'heure actuelle, on voit là sur les derniers, on diminue un peu le courant et en le ciblant plutôt par là. Donc oui, il y a des évolutions, mais c'est grâce au volume de tissu activé. J'ai encore une question. Ok, alors. S'il y a une question dans la salle? Oui. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Juste, vous pourriez nous donner quelques précisions sur le panel des patients, type d'épilepsie, parce que là, vous avez parlé de quelques cas particuliers, mais comment vous avez sélectionné les patients sur la typologie syndromique? La quasi-majorité, donc à part les cas particuliers de Lennox-Gastaut, c'était des épilepsies focales ou focales
Enfin, par exemple, on avait des épilepsies bitemporales, on en a 6 bitemporales, on a des épilepsies périsylviennes, on avait plusieurs épilepsies centrales ou centropariétales, mais assez diffuses. On avait aussi une polymicrogyrie. Donc ça reste des épilepsies voilà, assez focales ou multifocales. Plutôt du versant antérieur du cerveau ou indifféremment antérieur ou postérieur? On n'a pas d'épilepsie, enfin là dans la série il n'y avait pas d'épilepsie postérieure, parce que je sais que dans d'autres équipes ils ciblent justement d'autres noyaux pour les épilepsies postérieures avec plus d'efficacité décrite, mais nous dans la série, moi j'ai pas d'épilepsie postérieure, donc je peux pas répondre. Dans la même veine de questions que Luc pour enchaîner, sur les Lennox, dans quel type de crise ça marche le mieux? Sur les crises avec chute généralisée ou sur les absences ou... Exactement, ce qui nous a poussé à les opérer, c'est qu'ils faisaient beaucoup de crises avec chute, donc c'était ça la principale cible en fait, et c'est ça qui a le mieux fonctionné. Donc du coup, si on a des Lennox qui nous embêtent beaucoup, et on en a beaucoup, on vous les envoie? Oui, vous pouvez. Et en sachant que là, ça va aussi, il y a un protocole là, qui va être lancé par Paris chez les enfants, justement pour la stimulation thalamique chez les enfants, auquel on va participer. Hein, c'est un essai multicentrique, donc on verra ce que ça donne aussi, de les opérer plus tôt, puisque là, c'était des adultes. Hein. Il y en a 2 qui avaient 28 ans et la 3e avait 22 ou 23 ans, donc ils opérés à l'âge adulte. Donc là, on va voir si en âge pédiatrique, on peut avoir la même efficacité. Ok, merci. Pas d'autres questions? Non. Ça n'a pas... bon.